Khadija Lamrani, bonjour. Bonjour, Merci de m'avoir accordé cette interview. merci à vous. D'habitude, ces échanges s'inscrivent sur un temps long. Mais là, on est rattrapé par cette soupe de faits incohérents qui est Tout à fait. l'actualité. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Khadija Hana El Amrani, avocate au barreau de Casablanca, militante associative, actrice associative. Je suis présidente de l'association Ouladi, D'accord. qui milite pour les droits de l'enfant, pour une réforme de la Moudawana et surtout pour la suppression de l'article 173 de la Moudawana qui prévoit la déchéance de la garde lorsque la mère se remarie. C'est le fondement même de la cause qui est devenue inconstitutionnelle. C'est ce que je vous expliquerai si l'occasion se présente. Très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'ensemble des interrogations que je vais vous soumettre vont graviter autour du pass vaccinal. Bien entendu. Ce pass qui va à l'encontre des libertés individuelles, telle est ma position en tout cas, et telle est la position de tout être humain qui se respecte et normalement constitué. D'abord, je vais commencer par vous demander, est-ce que vous avez signé la pétition qui circule en ce moment? Oui, oui. Je suis signataire de la pétition et je suis actrice également de ce mouvement qui se crée et qui est effectivement contraire aux libertés fondamentales et surtout au droit à la protection des données et à la protection de la vie privée, tel que stipulé à l'article 24 de la Constitution. Donc bien entendu, oui, je suis une militante activiste qui cherche effectivement à négocier une solution avec, bien sûr, sur le plan étatique, car oui, une sortie de crise, bien sûr, de façon assez pacifiste et assez claire et surtout légale. On est dans un contexte irrespectueux du libre arbitre et c'est très dangereux. Que pense l'avocat que vous êtes de ce qui se passe en ce moment en fait? Pour moi, c'est une violation immense à la Constitution. Pour moi, c'est un excès de pouvoir. D'ailleurs, il s'agit là de faire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision de Monsieur le ministre de la Santé. Nous commencerons par adresser un certain nombre de tadallomes, qu'on appelle tadallo. Donc c'est des lettres de dénonciation du fait, en considération de la violation de l'article 24 de la Constitution que j'ai cité tout à l'heure, qui effectivement prévoit cette violation, donc que bien sûr la protection des données informatiques est quelque chose de sacré. Mais comme malheureusement nous ne pouvons pas utiliser la Constitution dès lors que la loi organique n'est pas encore sortie, réglementant cet article, donc nous ne pouvons utiliser uniquement que le recours administratif pour excès de pouvoir. Donc, Maqal Ilra, c'est le seul recours possible aujourd'hui. C'est quelque chose que chaque citoyen peut faire. Et donc, personnellement, j'envisage de déposer cette requête qui est tout à fait légale et claire, nette et précise. Et on a tendance à déposer très souvent auprès du tribunal administratif une série de requêtes, de recours pour excès de pouvoir contre des décisions administratives lorsque celles-ci ressortent d'une autorité administrative. En considération du fait que le ministre de la Santé est une autorité administrative, donc les décisions émanant du ministère de la Santé sont des décisions qui sont susceptibles de connaître ces recours pour excès de pouvoir. Donc effectivement, nous allons aller dans ce sens et laisser le tribunal statuer sur cette question. Très bien. D'ailleurs, le syndicat des avocats du Maroc s'est prononcé, c'est farouchement opposé au pass sanitaire et dénonce aussi une décision anticonstitutionnelle
qui soulève, je cite, des problèmes juridiques qui vont à l'encontre des articles 6, 19. Est-ce que vous pouvez juste nous donner une idée sur ces problèmes juridiques qui Je vais sont vous cités? expliquer pourquoi on ne peut pas appliquer la Constitution. Hein. C'est très important de faire la différence entre les deux procès. Nous pouvons donc solliciter la Cour constitutionnelle, mais malheureusement, je vais vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas. Pourquoi on va être débouté, pourquoi je sais que certaines militantes ont eu recours à un dépôt auprès de la Cour constitutionnelle, mais risquent d'être déboutées pour la raison que je vais vous expliquer là tout de suite. En fait, l'article 133 de la Constitution prévoit que nous pouvons aller vers une exception d'inconstitutionnalité. Mais l'exception d'inconstitutionnalité ne peut être soulevée que dans le cadre d'un procès en cours. Je m'explique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller vers la Cour constitutionnelle avec un article pour lui dire voilà, tel article de loi ou telle décision de justice viole la Constitution. Vous ne pouvez pas le faire directement. Mais par contre, si un procès est en cours devant le tribunal administratif, là, nous pouvons utiliser l'article 133, d'accord, et soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la décision en question. Alors, très important de savoir que, effectivement, c'est une décision qui viole les principes de base de toute constitution, hein, pas que la constitution marocaine. C'est le droit à la vie privée, le droit à la dignité. Parce que quand vous présentez votre dossier médical à un gardien, d'accord, ou bien un agent de sécurité pour qu'il vous laisse rentrer dans un supermarché, c'est une atteinte à votre vie privée. Quand vous devez justifier que vous n'avez pas de passe sanitaire parce que vous avez, ce qui est mon cas, un problème cardiaque qui m'empêche d'effectivement d'être vacciné. Parce que malheureusement, il y a une contrainte sanitaire. Donc je ne peux pas, avec une attestation médicale. Donc quand je dois justifier cela à un chahouch, désolé du terme, avec tout le respect que j'accorde à toute personne, mais cela veut dire tout simplement que je dois partager ma vie privée, je dois me justifier ma vie privée. Est-ce qu'on peut parler face à cette justification d'une liberté ? Où est ma liberté? Où se trouve ma dignité? Où se trouve ma dignité de femme, ma pudeur de femme, lorsque je dois justifier pourquoi je ne dispose pas de ce pass sanitaire? Pas du pass sanitaire, parce que la question c'est justement qu'il ne s'agit pas d'un pass sanitaire qu'on nous demande, on nous demande un pass vaccinal. Ce qui est très grave, car c'est le seul pays au monde qui exige un pass vaccinal. Les autres pays n'exigent qu'un pass sanitaire. Cela veut dire que vous pouvez vous présenter avec un PCR et ça passe sans aucun problème. Ce que je fais d'ailleurs. J'ai un PCR négatif que je renouvelle quand il s'agit d'aller dans des endroits publics, bien entendu. Et comme j'ai passé le Covid et que effectivement ça a été une expérience très difficile pour moi et qu'effectivement je vous l'accorde, ce n'est pas du tout une grippe normale. Il s'agit bien d'une épidémie très dangereuse et qui est mortelle. C'est vrai, j'ai vu que ça pouvait être très dangereux. Donc j'ai une certaine immunité qui fait que c'est comme si j'avais été vaccinée. Donc je suis obligée de justifier tout cela. Pourquoi en arriver là? Pourquoi arriver à autant de justifications? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, en tant que femme, si ma grand-mère a dû se marier avec l'accord de son père, si ma mère a dû se marier avec l'accord de son père, que moi, j'ai été exonérée de cet accord, mais que en tant que femme, parce que c'est très important d'expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui l'agent de sécurité pose un problème pour moi en tant que femme militante. Là, c'est très important. Peut-être que ça ne pose pas le même problème pour un homme, mais pour une femme, je vous explique ce qui se passe. Quand on vous a enlevé la garde de vos enfants parce que vous vous êtes remariée et que vous n'êtes pas tutrice légale, donc vous êtes uniquement une maman biologique, ce qui est mon cas aujourd'hui. D'accord ? Donc, il y a une société extrêmement patriarcale qui s'est imposée à moi. Il y a des lois patriarcales qui se sont imposées, que j'ai dû accepter, parce que je ne suis pas là pour changer un système. Je respecte l'évolution du système. Mais la problématique, c'est que ça ne s'est pas limité à cela.
c'est que maintenant, même l'agent de sécurité a du poids sur ma vie. Et c'est là que le problème se pose. C'est que c'est devenu mon nouveau tuteur légal. Est-ce que je ressens une liberté? Est-ce que on peut dire que je vis dans non, dans la paix, dans la sérénité? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Sur le point de société patriarcale, je suis d'accord avec vous, to some extent, comme disent les Anglais. Et je crois aussi qu'on vit dans une société patriarcale, mais je pense qu'on a un problème, que ce qui prédomine, c'est le hagara pour tous, on va dire. Nous Ce manquons qui est le cas tous de dignité. Ouais. C'est vrai que quand je parle de patriarcat, la souffrance, oui, je comprends. ce n'est pas en tant que femme, c'est en tant que maman. Parce que même dans mon militantisme, je ne défends pas les femmes, parce qu'il y a suffisamment d'associations qui défendent les femmes. Je ne suis pas féministe. Je milite pour la garde partagée. Parce que pour moi, un enfant appartient aux deux parents. Et je ne conçois pas que la garde soit donnée à un seul et pas à l'autre. Et je milite, j'ai beaucoup d'hommes dans mon association, des papas, qui ne conçoivent pas d'avoir divorcé, d'avoir uniquement leur enfant le dimanche. Ils trouvent ça criminel et je suis d'accord avec eux. Moi, je milite pour que dès le divorce, on puisse être dans la garde partagée. D'accord. Que l'un est de dimanche à jeudi soir et que l'autre est de jeudi soir à dimanche matin. Donc, c'est cela mon combat. Et c'est cela qui équilibre un enfant. Et c'est comme ça qu'en Europe et aux États-Unis, les enfants sont équilibrés, bien que tout le monde, le taux de divorce est de 90%. Clair. Mais les enfants sont très équilibrés parce qu'il y a cette possibilité qui n'existe pas au Maroc. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps, on est quand même en 2021, nos enfants sont des enfants de l'ère de la technologie, nos enfants sont dans l'ère du divorce, l'ère des césariennes, une autre ère qui s'impose à nous. Alors aujourd'hui, il est temps de réfléchir. Alors j'accompagne la réflexion. Je ne suis pas là pour brusquer la réflexion parce qu'il s'agit d'une logique sociétaire. Je ne suis pas là pour brusquer la société. Je fais personnellement partie d'une famille matriarcale où c'est la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui ont été puissantes dans leur couple, qui ont été les financières. C'est la vérité. D'accord. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai une longueur d'avance sur cette vision de la société marocaine et que je me permets de parler de la sorte. Parce que, effectivement, j'ai connu que des personnes qui ont vécu dans des familles patriarcales qui sont le modèle normal, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas un reproche que je fais à qui que ce soit. Le patriarcat est quelque chose de normal dans une société traditionnelle, conservatrice. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Voilà. Mais là, on revient vers le sujet sans aucun problème. Alors, oui, on va faire un pas en arrière. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal, avant de revenir à cette question de passe vaccinal, est-ce que vous trouvez normal le fait qu'on n'a pas eu de débat sur le choix de la vaccination comme stratégie thérapeutique? Vous avez déjà entendu parler de l'ivermectine, par exemple? Non. C'est une molécule qui est tombée dans le domaine public il y a quelques décennies et qui est dans l'efficacité est largement éprouvée et qui coûte rien du tout. Et il y a des méta-analyses, etc., des documents produits par des scientifiques qui prouvent justement l'efficacité de cette Mais est-ce qu'elle est chère? Pas du tout. Ben, c'est ça le problème. Oui, exact. Vous avez bien répondu. Oui. Donc, oui. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à la Big Pharma. Ça, je vous apprends rien. Oui. La Big Pharma a beaucoup d'avantages. Elle nous a sauvés du Covid, pour ceux qui ont été sauvés, dont j'en fais partie. Donc, je remercie la Big Pharma. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne peut pas coûter pas cher. Ça doit coûter cher. Donc, et puis, il faut fidéliser. Il y a une notion de fidélisation du patient chez la Big Pharma. Okay. Moi, j'appelle ça la gestion permanente des symptômes. Voilà. Ouais. Donc, on peut l'appeler comme on veut, mais
tout a des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, on tombe malheureusement dans l'inconvénient de la fidélisation du patient, qui est client pharmaceutique. Donc c'est un débat qui est très long et qui n'est pas de mon domaine, parce que moi je reste avocate, donc je respecte le domaine pharmaceutique et le domaine médical, et je respecte la spécialité médicale, donc je n'ai aucune prétention là-dessus. Mais j'ai des doutes en tant que professionnel qui réfléchit de façon sensée, qui remet en question et qui n'adhère pas de façon automatique. Je ne suis pas dans l'adhésion. Je suis dans la réflexion et c'est suite à la réflexion que je donne ou pas mon corps. Moi, je respecte vos domaines respectifs, mais j'ai des doutes aussi sur Big Pharma. Alors moi, j'ai beaucoup de doutes sur le Big Pharma. Ouais. Et puis, c'est le conflit, on va dire que le conflit d'intérêts est tellement évident qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est dominé par une puissance étrangère. Moi, je dirais même pas que c'est marocaine. Je sais pas. Économique. On se pose la question. Je pense que la géoéconomique a pris le dessus sur la géopolitique. Donc, je ne suis pas diplomate pour vous donner une réponse précise, mais ce que je sais, c'est que il y a sûrement des doutes sur les choses à accomplir et à ne pas accomplir. Et quand on a des doutes, moi, ce que je sais, c'est que on m'a appris cela. Quand je doute, je m'arrête. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'arrêter. D'accord. Vous allez nous aider à mieux appréhender le contexte sanitaire. Je trouve néanmoins que les avocats ne se sont pas assez mobilisés depuis que l'état d'urgence a été décrété dans notre pays. D'ailleurs, au même titre que les journalistes. Voilà. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui. J'ai vu quelques parutions. Il y a eu quelques sorties médiatiques. Mais le souci, c'est que les gens restent quand même dans la réticence. Et les gens ont peur d'être responsables de leur, donc, que ce soit avocat ou autre, de leur dire. Parce que vous savez, on est dans une phase où on doit faire très attention à ce qu'on dit. Parce que nous-mêmes, avant de parler, on doit avoir des confirmations scientifiques de ce qu'on dit. Vous comprenez? Donc je comprends pourquoi mes confrères et consoeurs aient quand même pris le temps de réfléchir, parce qu'on ne peut pas parler pour parler. Vous savez, quand on est avocat, on doit savoir ce qu'on dit. Si je me permets aujourd'hui de prendre la parole, c'est parce que je sais ce que je dis. Et j'assume ce que je dis. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La science n'a jamais, si vous voulez, n'a jamais dépassé le stade de l'hypothèse. Ça, c'est le point de vue de la philosophy of science. C'est comme Kant, par exemple. Et c'est toujours de l'hypothèse. Oui, exact. En fait, nous sommes dans plusieurs hypothèses et malheureusement, nous ne voulons pas tomber dans l'erreur étatique telle qu'elle a été faite en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez des affaires de sang contaminé en France. Oui. Plusieurs personnes ont été atteintes du sida en France. Je pense que c'était dans les années 70 ou 80, parce que c'était une erreur étatique et l'État a réparé ce dommage. Donc l'État aussi peut commettre des erreurs. Et aujourd'hui, pour éviter de subir les conséquences d'une erreur, vu qu'on est dans une pandémie et que tout le monde est perdu, donc est-ce qu'on est dans l'erreur ou pas? C'est une question. Je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais en tout cas, je pose la question aujourd'hui. Je suis là pour poser la question. Est-ce que nous sommes dans l'erreur? Est-ce que nous sommes en train de commettre des erreurs en mettant à nos enfants des vaccins Pfizer, sachant que les vaccins Pfizer sont à base d'ARN, et nous savons très bien que les ARN modifient le code génétique. Est-ce que nous sommes en train de modifier le code génétique de nos enfants et est-ce qu'on nous assumerons les conséquences qui sont liées à la stérilité de l'enfant, à l'hémorragie chez la fille de 12-13 ans, avec un risque d'ablation de l'utérus? Est-ce que nous allons pouvoir assumer ces conséquences qui sont immenses sur nos enfants? Est-ce que nous pouvons avancer avec un entonnoir, fermer les yeux sur une réalité aussi grave?
Je n'ai pas de réponse. En tout cas, j'ai des questions, mais pas des réponses. Tout à l'heure, vous avez parlé des vaccinés et des non-vaccinés. Les vaccinés disposent aujourd'hui d'un statut supérieur, Oui, puisqu'ils peuvent aller retirer de l'argent dans oui, leur ils banque, peuvent aller à la banque, ils peuvent tout ils sont faire. libres de leurs déplacements. Dans de telles conditions, les non-vaccinés sont finalement des sous-citoyens. Que dit le droit dans tout ça? Alors, nous sommes des sous-citoyens pour une période donnée. C'est un peu comme quand on a été des sous-citoyens lorsque le Covid a démarré. Mais seulement, au démarrage du Covid, nous avons Qu'est-ce qui été a changé confinés. depuis? Non, il y a eu des grands changements. Nous étions dans un état d'exception pendant 3 mois. Et c'était un monde d'exception. Hein. Ce n'était pas qu'un état d'exception. C'était un monde d'exception. Je parle bien à partir du 14 mars jusqu'au, je pense, jusqu'au 14 juin ou un truc comme ça, où nous ne pouvions pas sortir de chez nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phase. Bien sûr. Nous étions dans une prison légale et réellement légale que nous avons assumée et acceptée parce que le monde entier était dans l'interrogatoire. On ne savait pas si le Covid se transmettait dans l'air. En marchant, on ne savait pas si on ne savait pas ce que c'était. Et puis, l'État a très bien géré dans un premier temps cette pandémie, parce que la preuve, c'est qu'en juin 2020, nous avions à peine peut-être 50 morts ou 100 morts sur tout le pays. Donc, c'était vraiment tellement bien géré que, effectivement, les services policiers avaient assuré un travail extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. Et ça, je trouve mis à part que le volet on éducation, on était était des vraiment citoyens respectés malgré l'autorité qu'on a souhaité, parce que c'était réellement un état d'exception. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les vols sont libres, la vie a repris, nous vivons de façon tout à fait normale, nous connaissons la maladie, nous l'avons même eue pour la plupart, nous avons passé le Covid. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler d'état d'exception. C'est ça la différence. Aujourd'hui, nous avons le temps de réfléchir, nous avons le temps de donner un préavis, ce qui n'était pas le cas en 2020. Le 14 mars 2020, nous devions arrêter les vols, nous devions tout arrêter. L'État a pris en charge nos employés, même mes employés de cabinet. Moi, je sais que je les ai payés avec la CNSS. C'est la CNSS qui a permis de payer les salaires parce qu'on ne travaillait pas pendant 4 mois, on a fermé. Et puis, les tribunaux étaient fermés jusqu'en septembre 2020. Donc, tout cela, nous l'avons accepté. Et au contraire, nous avons remercié l'État marocain sur le plan international du travail et surtout du financement qui a été apporté avec le fonds Covid mis en place par Sa Majesté Mohamed VI. Un travail extraordinaire qu'on a applaudi, qu'on continue d'applaudir, qu'on applaudira toujours. Mais pourquoi venir jusqu'à la fin et faire du n'importe quoi? Je ne conçois pas qu'aujourd'hui, au moment où le Covid est connu, il n'est plus méconnu, au moment où on n'est plus dans un état d'exception, on est dans un état qui fonctionne très bien normalement avec un droit de vote, on a voté, on ne peut plus parler de Covid aujourd'hui. C'est une épidémie, une pandémie qui est pratiquement terminée, un peu comme la tuberculose, comme plusieurs épidémies et pandémies qui sont un peu restées. Vous savez, la tuberculose, elle existe depuis le XVIIe siècle et c'est toujours d'actualité. C'est une maladie qui existe encore en Afrique et c'est pour ça que le BCG est obligatoire pour les Africains, mais qu'il n'est pas obligatoire pour les Américains. Vous ne faites pas le BCG aux États-Unis pour un bébé qui naît parce qu'ils n'ont pas la tuberculose aux États-Unis. Mais des maladies qui sont des maladies du poumon et qui sont contagieuses, comme la tuberculose, imposent la vaccination par le BCG. Donc moi, je ne suis pas contre l'idée de la vaccination. Au contraire, mes enfants sont vaccinés, je suis vaccinée. Tout cela ne me pose pas problème pour tout ce qui n'est pas vaccination ARN. C'est-à-dire administrer des vaccins avec d'ailleurs, c'est connu. Quand vous demandez, une technologie qui n'est pas encore nouvelle et qui n'a pas fait ses preuves et qui au contraire s'est révélée être néfaste sur le rat.
Oui, oui. Elle a changé, elle a modifié, ça fait 30 ans que c'est développé l'ARN. Vous savez, Oui, ce oui, n'est bien sûr. ce n'est pas un processus nouveau. C'est un processus qui ne marche pas depuis 30 ans. Comment vous voulez qu'un processus qui n'a pas marché sur le rat depuis 30 ans, qui a modifié le code génétique du rat, comment vous voulez venir l'administrer à nos enfants? Comment, et avec autant d'urgence et de... J'espère me tromper. J'espère être dans l'erreur. J'espère que c'est juste une mauvaise vision que j'ai de la chose, parce que ça serait génial que je me trompe, que vous vous trompiez. Mais ça reste une hypothèse que si jamais ces vaccins ARN nuisent à la santé de nos enfants, ben ça va causer un préjudice pour une génération qu'on aura massacrée, bêtement. Un peu comme ce que la France a fait lorsqu'il y a eu l'histoire du sang contaminé. Parce qu'il n'y a pas eu un contrôle sur la qualité du sang et que plusieurs personnes se sont retrouvées atteintes du sida, qui modifie le code génétique également. C'est le même principe à chaque fois. Il faut être conscient que notre santé nous appartient. Et le droit, il faut savoir que la première des choses qu'on apprend, c'est la supériorité du droit naturel sur le droit positif. Je m'explique. Le droit naturel, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la dignité, c'est le droit à la santé, c'est le droit à la maternité, c'est le droit à la paternité. Ces droits sont supérieurs à toutes les lois. Toutes les lois. Parce qu'une loi peut changer. Une loi n'est pas un Coran. Éternel et immuable et universel. Une loi est faite pour changer au bout de 10 ans. Elle devient caduque. La Constitution, elle, change après 50 ans ou 100 ans. Pourquoi? Parce qu'elle reprend le droit naturel. Le droit à la vie, le droit à la dignité. Al-haq fil hayat, al-haq fil karama, al-haq fil umuma, al-haq fil ubuwa. هم حقوق طبيعية عليا لا يمكن مراجعتها ولا الرجوع فيها. Et ça, c'est un point très important. Nous ne pouvons pas revenir sur des droits qui sont immuables, éternels et universels. Qu'on soit en moins 2000 ou en plus 2000 ou en plus l'infini, ça ne change rien. Le droit à la vie sera toujours consacré, le droit à la dignité sera toujours consacré, le droit au respect de la vie privée sera toujours consacré. Et surtout dans l'ère de la technologie, dans l'ère où la vie privée est très atteinte par le port du téléphone portable constant. Nous avons une atteinte journalière. Une ère où en un clic, nous pouvons détruire la réputation d'une personne. Nous savons très bien que une personne vit une vie magnifique, elle construit une réputation et en un clic, une autre personne peut lui détruire toute sa réputation. Donc on est dans cette ère-là. Nous devons respecter la vie privée des gens. Le code pénal est là, il a d'ailleurs mis des articles spéciaux pour Tchèque qui sanctionnent cette infraction qui est très grave. Hein, quand en un clic vous détruisez une réputation d'une personne. Ben, c'est sanctionné entre 1 an et 3 ans de prison ferme. Donc le code pénal a été ferme sur cette question pour mettre un terme à ces réseaux sociaux qui peuvent nuire à des personnes en un clic et qui font l'objet d'un tribunal, parce que les tribunaux aujourd'hui sont devenus digitaux. Par le biais d'un clic, on peut changer la réputation d'une personne. Donc dans cette ère, nous ne pouvons pas jouer avec des intérêts personnels, avec la sacralité d'une personne, avec la singularité d'une personne, parce qu'une personne a le droit de vivre comme elle l'entend, dès lors qu'elle ne nuit pas à l'intérêt de l'autre. Mais si elle veut se faire vacciner, c'est un droit. Si elle veut ne pas se faire vacciner, c'est aussi un droit. Oh, Captain, my Captain. Voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du diable quand même. On est d'accord, le refus de se faire vacciner, c'est pas une raison pour désigner à la vindicte populaire des gens qui ne souhaitent pas visiblement se vacciner. Mais est-ce que vous comprenez le comportement des vaccinés, plutôt leur argument qui consiste à dire que, étant donné que c'est la majorité, 20 millions de Marocains quand oui, même, je comprends.
qui disent Je respecte. pourquoi on doit se plier aux caprices des non-vaccinés. Alors, je comprends parfaitement, parce qu'ils ont raison. Ils n'ont pas envie de se sacrifier pour d'autres. Mais Et ils parlent de ils la ont raison. rupture d'un contrat social. Qui a raison? Et les deux ont raison. Vous savez, si je pouvais me faire vacciner, je me serais fait vacciner par Sinopharm. 2 doses, j'aurais pas mis la 3e, très franchement, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le délire du cumul des vaccinations. Aujourd'hui, les vaccinés, ce qui leur pose problème, c'est de passer à la 3e dose. Parce qu'ils ont accepté les 2 premières, mais ils n'arrivent pas à accepter la 3e. Et ils ont raison, parce que grâce à eux, nous avons atteint l'immunité collective. Ils ont raison. Oui. Vous comprenez? Moi, je les comprends parfaitement. D'ailleurs, toute ma famille est vaccinée. Et Dieu merci, on a pu être sauvés grâce à cette vaccination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne remets pas en question la fiabilité des vaccins ou l'importance. Au contraire, il fallait qu'il y ait un vaccin, il fallait qu'on atteigne l'immunité collective. Sur tout ça, je n'ai pas de Mais soucis. après, voilà, même maintenant, Mais même si vous êtes vacciné, vous pouvez très bien choper le Covid et en Ouais, mourir, bien sûr. et j'en connais plusieurs Voilà. qui sont décédés avec le vaccin Astra, les 2 doses, alors qu'ils n'avaient absolument rien. J'en connais plusieurs. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas fiable, mais ça protège quand même. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un débat pour éliminer un vaccin qui a été quand même désiré par un État et par tout un peuple qui a été attendu, parce que le vaccin a été quand même une révolution. Au moment où les premiers vaccins ont démarré, surtout le Sinopharm, franchement, c'est un vaccin qui est composé de la même composition qu'un BCG, donc vraiment bien étudié, bien fait, zéro contrainte. Vraiment, c'est un vaccin qui ne dérange pas du tout. D'ailleurs, c'est le vaccin que j'envisage de faire lorsque je n'aurai plus, parce que j'ai le droit à 1 dose, lorsque j'aurai plus d'immunité, dans 1 an ou 1 an et demi, parce que j'ai encore beaucoup d'immunité suite à mon Covid, je suis autorisée à mettre 1 seule dose de Sinopharm. Et franchement, c'est le vaccin que je vais faire, parce que je reviens à un proverbe que j'ai appris, moi, j'ai fait l'école marocaine, وَدَاوِهَا بِالَّتِي كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ. الداء جاء من الصين فالدواء هو من الصين. Ça, c'est ma vision personnelle. Après, peut-être. Donc, philosophique aussi. c'est philosophique. Ils ont créé le Covid, ou bien c'est venu du bon Dieu, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est venu en Chine, à Wuhan. Et bien, c'est la Chine qui doit nous régler ce problème. C'est tout. Donc, c'est ma vision. Voilà. Donc, oui, quand les vaccinés crient à l'atteinte du contrat social, bon, je rappelle juste que le souverain, quand même, il avait insisté sur le caractère délibéré de la vaccination. Donc voilà, c'est ce qui fait que ça n'a pas trop de sens, tout ça. Bon. D'accord. Moi, la vérité, je trouve que le souverain a très bien géré la situation et a donné l'exemple de la vaccination. Et le pays a bien géré. Aujourd'hui, il y a une défaillance, une crise. Nous passons par une crise, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc aujourd'hui, il est temps que la société civile se mobilise par le biais des pétitions, des recours administratifs pour excès de pouvoir, tout ce qu'il y a à faire pour expliquer un mécontentement. Cela ne veut pas dire qu'on remet en question un système, mais c'est juste qu'il y a un dépassement de la limite. C'est cela qu'on souhaite manifester. Ce n'est pas une remise en question de quoi que ce soit, ni des instances gouvernementales pour lesquelles on a voté. Moi, je suis contre les gens qui commencent à dénigrer des partis politiques, parce que ces partis, on ne peut pas aujourd'hui les juger, ils n'ont pas encore démarré le travail. Donc on ne peut pas aujourd'hui juger un gouvernement qui démarre ou lui faire porter la casquette d'autres gouvernements. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc moi, je persiste à dire qu'il s'agit là d'une crise, une petite crise, où avec de la négociation, avec de l'écoute, si la société civile est suffisamment écoutée, nous dépasserons cette crise comme nous en avons dépassé plusieurs. C'est quelque chose qui arrive, ça a créé un débat aujourd'hui, un débat national, et une pétition puissante qui donnera sûrement lieu à de l'écoute. Moi, je suis convaincue, et c'est peut-être mon optimisme qui parle, moi, je suis convaincue qu'on sera écouté. D'ailleurs, je rappelle que l'un des piliers de
des deux piliers du nouveau modèle de développement, c'est une société forte, un État fort, une société forte. Donc la société civile est dans son droit. Le nouveau modèle de développement, effectivement, est parti de ce constat de renforcer la société civile, c'est-à-dire d'être à l'écoute de la société civile, et à l'horizon 2035. Donc, effectivement, je pense que c'est un très beau projet pour notre pays parce que première écoute, c'est l'emploi et c'est donc la création d'emplois et également la réforme scolaire de l'école qui était quand même très attendue par tous les Marocains. Après des questions comme les miennes que je traite, c'est-à-dire la réforme de la Moudawana et la mise en place du Code de l'enfant, c'est des questions qui n'ont pas été abordées. Peut-être qu'elles ne sont pas encore jugées urgentes. Donc c'est pour ça que c'est des questions que je respecte le seuil d'évolution. Mais déjà, une prise de conscience de l'importance de la société civile est très importante aujourd'hui. Parce qu'on est conscient que la société civile est importante. Et c'est un nouveau départ pour notre Maroc, qui effectivement, on se souvient qu'on ne voulait pas. Est-ce qu'on ne pouvait pas, on ne voulait pas, mais en tout cas, avant, l'expression était plus difficile, peut-être parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être parce que même quand il y a eu les réseaux sociaux, on n'osait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde s'exprime, et ça ne dérange pas vraiment. On parle de sujets qui sont tout à fait logiques et d'actualité, sans gêner personne, parce que l'objectif n'est pas de gêner qui que ce soit. L'objectif, c'est juste de créer un débat et de parvenir au meilleur dénouement possible. C'est ça le plus important. Parce qu'on est contre personne. On est avec personne et on est contre personne. Moi, par définition, je suis apolitique. Libéraliste. Je suis plus, on va dire, RNiste. Plus, on va dire, libéraliste, oui. C'est le cas de le dire. Parce que je crois, pour moi, je suis centriste. Je suis du centre. Avec un fondement libéraliste, vraiment. Okay. Donc, je n'adhère pas au Parti socialiste. Leur philosophie ne me convient pas du tout. Tout ce que je retiens de la philosophie socialiste, c'est l'importance de l'écologie. J'aime beaucoup le côté écologique et le côté respect de la dignité humaine. Et le côté pas de différence de genre et de couleur. Et c'est très important. J'aime beaucoup ce côté dans le socialisme. Donc je suis libéraliste à fond, c'est-à-dire pour une société un peu américanisée, républicaine au vrai sens du terme. Marché ouvert. Complètement. Complètement. Okay. C'est une vision oui, que j'assume pleinement. Oui, bien sûr. Mais pour avoir déjà fait une visite en Chine, qui a donné une leçon de développement au monde entier, j'ai beaucoup apprécié une Chine qui a été communiste, socialiste. Comment est-ce que la Chine s'est libéralisée? Donc, en restant autoritaire, un État policier, la Chine a su se positionner grâce au libéralisme et devenir l'une des puissances les plus importantes du monde. Parce que c'est une leçon de développement qu'ils ont donnée au monde entier. C'est un pays qui m'a laissé épater par l'intelligence et la démarche par laquelle ils ont travaillé pour gérer 1,5 milliard de personnes. Ils ont fait de 1,5 milliard de personnes une véritable ressource humaine. Ils n'ont pas de ressources naturelles, mais ils ont fait de leur population une véritable ressource humaine. Ils ont l'Afrique aujourd'hui. C'est un pays qui m'a marqué. J'aurais bien aimé m'étaler avec vous sur ce sujet. C'est un autre sujet, oui. Et on en parlera parce que la Chine aujourd'hui, avant on nous disait lorsque la Chine se réveillera, le monde tremblera. Et la Chine aujourd'hui constitue un pôle que nous en Afrique on ne réalise pas. Il faut aller visiter pour comprendre ce dont je parle. Oui. C'est une Asie très active, qui travaille à une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer et qui se développe à une puissance qui fait que nous sommes déjà dans 2 pôles mondiaux, l'Amérique et la Chine. Alors revenons au sujet. Oui. Une question qui fâche. Oui. En cas de décès suite à une vaccination,
Oui, ça fâche. À qui Ça fâche incombe, beaucoup. non, non, mais à qui incombe véritablement, à qui incombe Le recours. oui, la responsabilité, oui. Parce que ça, on a l'impression qu'on a D'abord, il faut affaire, c'est établir une le patate lien. chaude, hein. Ce qui est très dur Ouais. dans votre question, c'est d'établir le lien de cause à effet Mhm. entre la vaccination et le décès. C'est ce qui est le plus difficile. Parce que très souvent, on va vous dire non, c'est pas à cause du décès. Le décès n'a pas été provoqué par le vaccin. Et c'est ce qu'on a eu à voir dans plusieurs cas. Le décès, en général, la vaccination donne lieu à un décès lorsqu'il y a déjà une malformation cardiaque, par exemple, comme dans mon cas, donc une congénitale de naissance, ou bien un problème de diabète, ou un problème de surtension, etc., ou de pénicilline, d'allergie, etc., ou là, avec les œdèmes de Quick. Donc ça donne automatiquement. Et parfois, les personnes ne sont même pas informées qu'ils sont atteints de ces allergies. Donc une vaccination peut donner lieu à un décès. Mais le problème, c'est que la responsabilité étatique est très difficile à prouver. On tourne dans le domaine de la preuve. Et est-ce que, si vous voulez tomber dans la responsabilité, le domaine de la responsabilité et avoir une indemnisation, il faut prouver le lien entre la vaccination et le dommage, donc le décès ou l'handicap physique et mental, ou je ne sais pas, qui a été causé. Et c'est ce lien de causalité qui est très difficile à prouver. Et c'est pour ça que très souvent, dans des cas comme ça, nous n'obtenons pas gain de cause. Nous perdons des dossiers comme ça, malheureusement. Donc nous ne sommes pas protégés. Quel avenir nous laissons-nous pour nos enfants? C'est une grande question, une très grande question. On se posait la question de savoir quel enfant nous laissions pour notre avenir. Et aujourd'hui, on se pose cette dure question. Quel avenir laissons-nous pour nos enfants? C'est une question dont la réponse est écologique. Le jour où nous comprendrons l'importance de l'écologie, l'importance de ce que réclame la Terre aujourd'hui, la nature, l'importance de la gestion du monde, également par des femmes. Écologie dans le sens psychologie de développement. Je ne suis pas féministe. J'ai beaucoup de respect pour la gestion masculine. Mais le fait d'avoir écarté les femmes dans des décisions stratégiques sur le plan international a fait que le côté maman et le côté maman de la terre, le côté rahim, utérus, utérin, n'a pas été respecté. Donc les ressources de la terre sont mangées en 3 mois, sont consommées en 3 mois, et après il n'y a plus de ressources pendant les 9 mois. Le jour où on répondra à cette question et où on apprendra à étaler, à répartir nos ressources de façon équitable, de façon logique, on apprendra à respecter la terre qui nous a donné la vie, qui nous a donné l'oxygène, et bien là, on laissera un bon avenir à nos enfants. Et quand on voit que des grandes puissances mondiales, comme les États-Unis d'Amérique, que je respecte profondément, a commis l'erreur de sortir de l'accord de Paris, on se pose réellement des questions sur l'avenir du monde. Car sans le respect de l'environnement, il n'y a aucun avenir pour nos enfants. Sur une autre terre peut-être? En tout cas pas sur la Terre, sur une autre planète. Voilà. Écoutez, vous connaissez Suits? Oui. Vous regardez Suits? J'ai déjà regardé avec Meghan Markle. Oui, je connais. Rien. C'est très vrai. Un peu trop patriarcal peut-être, la série. Alors moi, voilà, effectivement, un peu trop patriarcal, mais... Je me disais bien. L'Amérique, c'est une diversité, c'est un droit d'expression qui est juste exceptionnel. C'est un pays où toutes les libertés sont accordées. Donc c'est un autre niveau. Et c'est un niveau très grand. Mais
depuis que l'Amérique a quitté l'accord de Paris, l'Amérique a déçu le monde. Ils sont sortis de l'UNESCO, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et je ne sais pas ils ont réintégré l'accord de Paris ou pas, mais je ne pense pas. Mais c'est des questions aujourd'hui qui doivent se poser parce que pour avancer sur cette problématique de Covid et pour régler définitivement le Covid, il faut respecter l'univers, il faut respecter le monde. Si vous ne respectez pas la Terre qui vous a mis au monde, dans ce monde, eh bien la Terre ne vous respectera pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Terre qui va avoir le dessus sur nous. C'est la Terre qui gagnera. Nous ne gagnerons pas la Terre. Vous avez compris ça? Oui. C'est très important. C'est-à-dire qu'avant même de poser les questions de quels sont les droits de l'enfant, l'avenir de l'enfant, aujourd'hui je pense au droit à la vie. Est-ce que la vie sera toujours possible sur Terre? Parce que vivre sans dignité, parce que quand on ne peut pas manger, quand on n'a pas suffisamment de nourriture pour tous, quelque part la dignité de 3 milliards de personnes est bafouée. Est-ce que c'est une vie pour les autres 4 milliards qui existent? C'est plein de questions aujourd'hui. Lorsqu'on ne peut pas se reproduire parce qu'on a mis un vaccin Pfizer, c'est des questions importantes. Cela veut dire que nous sommes en train de réduire la population mondiale. Il y a sûrement une énigme. Attention, vous allez être taxé de complotiste. Bon, même si ça a été annoncé par Bill Gates, hein, je mettrai l'article en montage. Moi, j'adhère à toutes les hypothèses. C'est-à-dire que et aucune ne me dérange. J'adhère au système mondial parce que j'estime que je fais partie de cette terre. Tant que je suis vivante, le jour où je décède, c'est autre chose. Mais tant que je suis vivante, je fais partie d'un système. Ce système, s'il décide quelque chose, j'y adhère. Moi, je ne suis pas contre un système. Je ne pars pas. Et on ne peut pas changer le système. Et on ne le changera pas. Parce que même si vous partez ailleurs, vous quittez le Maroc, vous partez ailleurs, le système, il est ce qu'il est. Il va vous suivre ailleurs. C'est un autre carton. Soyez juste toujours clean. Parce que là où vous partirez, vous serez bien. Si vous êtes clean. Moi, par exemple, j'ai la résidence espagnole, donc je suis obligée de résider en Espagne pendant 6 mois par an. Comme ils voient que je paye mes impôts au Maroc, que je suis clean au Maroc, tout se passe très bien là-bas. Je n'ai aucun problème. Tout est lié. Donc c'est très important, être clean. Parce que personne ne pourra vous tirer dessus quand vous êtes clean. Bien évidemment, on vous cherchera des ennuis. Mais on ne les trouvera pas. On ne trouvera pas d'ennuis. Pourquoi? On va vous chercher, mais on ne vous trouvera pas. Et c'est ça l'avantage. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner quand même à notre jeunesse, c'est de rester clean, propre, juste, équitable. Ce n'est pas facile. Mais le nouveau monde spirituel qui est en train de naître de ce Covid, le Covid est une expérience spirituelle. Ce n'est pas une maladie. C'est une expérience spirituelle qui vient pour nettoyer le monde de l'emballage. Aujourd'hui, on passe au monde du vrai, de l'authenticité. On passe du monde du verbe avoir vers le monde du verbe être. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a n'est plus important. Qu'est-ce qu'on est? Parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Et dans la matérialité, nous avons besoin de grandir spirituellement. Grandir par des injustices, par des crises, par des négociations, par des échanges, par des rencontres. Le Covid est une expérience qui n'est pas désastreuse. C'est une expérience difficile, triste pour ceux qui partent, mais c'est une expérience de la vie que nous nous devons de passer dans notre ère, telle qu'a été la grippe espagnole ou d'autres épidémies, d'autres pandémies dans le monde, ou la peste qui était beaucoup plus grave. Mais qu'est-ce qui va naître de cette expérience? Sûrement quelque chose de très grand, et qui va rester? Ça, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'on va s'en tirer vivant ou pas? Ça, c'est la question. Maître, merci beaucoup. Merci à vous, merci Et avec je vous dis à très bientôt. plaisir. À très vite.